Alors, la règle du jeu voudrait que je redonne la parole à Manuel, mais comme il l'a eu très longtemps, il réagira aux propos d'Ariane avec vos questions. Donc, j'imagine que vous avez des témoignages, des questions. Il y a beaucoup de membres du club qui ont participé au voyage. Hervé Dupont, est-ce que vous pouvez vous présenter à chaque fois parce que tout est enregistré, ensuite retranscrit? Oui, Hervé Dupont, Club Ville Aménagement. Moi, j'ai une question, c'est plutôt une hypothèse. Ça marche pas, c'est pas enregistré. Est-ce que cette structure de ville très particulière, avec ces parcelles cultivées un peu partout, avec ce mélange, etc., et cette densité, pas en hauteur, mais cette densité au sol, est-ce que ça ne doit pas beaucoup, on le voit beaucoup dans les villes peut-être plus petites que Tokyo, ça ne doit pas beaucoup, est-ce que à la culture du riz, qui est une céréale qui produit énormément avec très peu de surface et qui en plus n'a pas besoin de grandes parcelles pour être exploitée. C'est-à-dire par rapport à Paris, où il vous faut 200 hectares pour faire une exploitation céréalière, là, avec 3 bouts de trucs, vous arrivez à cultiver le riz. Et est-ce qu'il n'y a pas un rapport là, à la nature un peu particulier qui expliquerait ça? Et puis je termine, est-ce qu'il n'y a pas aussi, moi ce qui m'a frappé à Tokyo, c'est l'incroyable capacité des Japonais à faire dans un jardin de 5 mètres carrés, de 10 mètres carrés, un vrai paysage. C'est-à-dire que ces toutes petites parcelles, ces tout petits espaces arrivent à isoler les gens à ce qu'ils vivent dans un espace parce qu'ils savent faire ça. Alors que chez nous, il faut une grande pelouse et enfin il faut de l'espace pour faire un parc. Alors, je ne suis pas ingénieur agronome, donc je ne répondrai que partiellement à votre hypothèse. Je dirais que c'était un peu dû peut-être aussi à ma façon de présenter les choses, mais que toutes ces parcelles agricoles que vous trouvez dans la ville ne sont pas toutes c'est les cultures maraîchères essentiellement. Le riz finalement est plus périphérique, il est plus loin. Donc quand les parcelles grandissent, même si les rendements sont forts. Dans les parcelles que vous voyez vraiment dans le mitage, le véritable mitage dense, c'est-à-dire des maisons et des parcelles entre les maisons, vous êtes surtout dans des cultures maraîchères qui sont pas le riz. C'est des légumes. Donc l'argument est ambigu. La deuxième chose que vous... Excusez-moi, Ah oui, la petitesse. La petitesse. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'on a tendance à surestimer ou à, disons, à voir avec un regard un petit peu décalé, à considérer avec un regard un peu décalé l'amour supposé des Japonais pour la nature. On a une nature violente. Par essence, le Japon est sujet à, vous avez bien vu, je vous ai parlé des crues, est sujet à des phénomènes climatiques tout à fait destructeurs, des montagnes qui s'effritent, qui déclenchent des éboulements et qui tuent des gens. Il y en a 10 par an ou plus, des tremblements de terre épouvantables, et des tsunamis. Je ne parle pas de tsunami, j'en oublie, un volcan récemment, et on a donc un archipel de volcans. Donc une nature qui est par excellence dangereuse, et plus dangereuse qu'en France par exemple, ou dans des pays où il y a moins de risques. Donc on a une attitude ambivalente par rapport à la nature. Et vous êtes parfois étonné par la violence avec laquelle des Japonais peuvent voir ou casser ou détruire la nature. Je me rappelle une grande rue près de Shibuya, dont on parlait, qui était une sorte de très beau mail et qui a été à la demande des commerçants. On a coupé tout le mail, ce qu'on ne ferait jamais à Paris. Personne ne le demanderait. Et si on le demandait, il y aurait des levées de boucliers, il y aurait des associations du vieux mail, du super Jinko, qui vous diraient non. Et ça n'a posé aucun problème, ou ça a posé un problème, et ça a été quand même résolu par la coupe toute simple de cette superbe allée. Il y a quand même l'art des jardins. Il y a l'art des jardins. L'art des jardins. On est dans la petite chose. Magnifique. On est dans la petite chose. Effectivement, dans le merveilleux détail. Nous avons la chance d'avoir dans la salle une japonaise qui est, on ne dirait pas ménageuse, mais peut-être oui quand même, puisqu'elle est conseillère du groupe Mori qui réalise des opérations remarquables dans le centre de Tokyo. Et j'aimerais bien, donc Yu Surizawa, que tu réagisses aussi à ce qui a été dit par Ariane sur le rapport public-privé. Parce que moi, j'ai quand même le sentiment
que le public n'est pas absent. C'est-à-dire qu'il y a une vision de la ville et il y a eu des négociations extrêmement longues avec les promoteurs. Ce n'est pas du tout pour moi la ville à l'encan, ce n'est pas ce que j'ai compris. Mais toi qui travailles directement avec le plus grand promoteur, tu vas pouvoir nous le dire. Oui, donc je suis de bref passage à Paris, je m'appelle Yu Serizawa. Et j'allais réagir en effet à ce sujet parce que d'abord, le public au Japon a une notoriété absolument féroce. Donc, c'est pas du tout qu'il soit pas présent. En fait, je pense que l'administration japonaise a beaucoup copié sur le système français. Donc, il est très centralisé, il est très dirigiste. Roppongi Hills donc, est le fruit d'une ténacité de M. Mori et de ses équipes. Il a fallu 17 ans pour réaliser Roppongi Hills, qui s'étend sur 12,5 hectares au centre de Tokyo, avec au départ 600 propriétaires fonciers, dont 400 qui sont restés partenaires du projet. Mais sur les 17 ans, il a fallu seulement 3 ans pour tout détruire et tout construire, parce qu'on a ouvert, pas phasé, on a ouvert tout en même temps. Par contre, 14 ans de négociations avec les autorités. Donc, non, c'était... Et en effet, le public est très présent. Donc, pour réagir aussi à ce que Manuel Tarditz a dit, en fait, c'est surtout que les artères, les grandes artères permettent des costes plus élevés parce que c'est la largeur de la voie, en fait, qui détermine le COS. Donc, si vous faites face à une grande avenue, vous avez plus de COS, mais si vous êtes derrière, non. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des îlots. Bon, pour réagir aussi sur le développement soutenable, là, je préfère... Oui, je pense que le débat est là, était là même avant la France, parce qu'en fait, dans les années 70, le Japon a quand même beaucoup souffert des maladies dues à la pollution extrême, etc. Et je pense que le développement durable était là bien avant en France. C'est vrai que le Japon a l'air d'une économie dépensière en énergie, mais en fait, l'efficacité y est. C'est-à-dire que c'est les néons, c'est pas des tubes, enfin, ce sont des tubes néons donc, qui consomment beaucoup moins. Et même les appareils électroménagers, donc si vous regardez les statistiques, dépensent beaucoup moins que celles en Europe ou ailleurs. Donc c'est une économie dépensière à première vue, mais avec une efficacité quand même très importante. Pour ce qui est de la mutation énergétique, le débat est là. Le gouvernement en ce moment a une politique pour racheter tout ce qui est énergie alternative à un très haut prix. Et ça a été rediscuté. Donc, dans 2 ans, ça va disparaître, malheureusement. Mais en fait, le privé est déjà là pour implanter beaucoup d'énergie alternative. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, sinon, l'éphémère aussi. L'éphémère, c'est un sujet... très intéressant parce que c'est vrai que les temples shinto, par exemple, dès les débuts, le neuf était mieux que l'ancien. Donc même quand un sanctuaire est déjà là, on planifie tous les 60 ans, par exemple, la reconstruction de certains sanctuaires. Par contre, pour la ville, et c'est vrai de Roppongi Hills, c'est vrai de Marunouchi, les projets que vous avez cités. Je pense que là, maintenant, la révolution technologique est là. On arrive à vraiment construire des bâtiments antisismiques. Et là, on va pouvoir, pour la première fois, construire pour l'éternité, ou presque. Et je pense que là, c'est une grande différence. Et il est vrai qu'on construisait avant pour 40 ans, mais ça, il faut aussi dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en pleine reconstruction. Nous étions un pays pauvre en ressources financières et en ressources tout court. Donc, on n'avait pas les moyens aussi de construire des beaux bâtiments avec des beaux matériaux. Maintenant, on a les moyens financiers et technologiques, et je pense que là, ça va changer.
merci. Je voudrais aussi rajouter à ce qu'a dit You que nous, quand on a visité Yokohama, on était frappés parce qu'il y avait la construction d'une des plus importantes centrales photovoltaïques que j'ai jamais vues, avec des technologies de stockage de l'énergie. Donc on a vu ça, et puis on a vu qu'à Yokohama, il y avait Monsieur Développement Durable qui avait un rôle très important dans la cité et qui avait certainement beaucoup de ménages acceptés de payer pour expérimenter des modes de vie alternatifs et des nouvelles techniques. Donc je crois que ce qu'on a vu sur Yokohama est assez différent de ce qu'on a vu sur Tokyo. Il me semble que là, il y a une prise en compte de ce qui se passe et des dangers et un lieu d'expérimentation et d'innovation sur cette question. Je voudrais juste rajouter une chose par rapport au débat sur le développement durable. Et de manière assez étonnante, quand on ne connaît pas les raisons, l'Allemagne est quand même considérée en Europe comme un des pays qui a une politique assez conséquente sur le développement durable. Et le contraste étonnant, c'est que si on regarde l'habitat, l'ensemble de l'habitat japonais et de l'habitat allemand, si on les compare, l'habitat japonais consomme moins d'énergie que l'habitat allemand. Alors que le débat il y a, mais le débat n'est pas du tout aussi fort au Japon qu'en Europe ou en Allemagne, pour une raison extrêmement simple, c'est-à-dire que les Japonais, comme beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, vivent dans un environnement, leur habitat, qui est beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud, à savoir que le développement durable commence par la personne, le comportement. Donc le comportement est une chose très importante et n'est pas donc on ne pense pas uniquement technique, on ne pense pas uniquement architecture, on pense également comportement où on prolonge des comportements ancestraux. Et donc ça donne ces chiffres assez étonnants d'un habitat japonais qui consomme donc moins que l'habitat allemand, qui est quand même, ce que je veux dire, assez réputé pour ses politiques de développement durable. D'autres témoignages? Question, oui. Bonjour, je suis Yo Kaminagai, je suis délégué à la conception à la RATP. En fait, je suis japonais né en France. Il y a un point sur lequel je voulais insister, c'est le rôle du train. C'est pas parce que je suis à la RATP que je dis ça, mais j'ai emmené plusieurs fois mes collègues ou mes patrons au Japon. Et ils m'ont dit, dis donc Yo, je comprends pourquoi tu aimes les trains, parce qu'il n'y a que des trains ici. Et en fait, au-delà du transport qu'assure le train, le rôle des compagnies ferroviaires, notamment des privées, dans la forme de la ville, est assez incroyable. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que les JNR sont devenus les JR, mais bien avant, à Osaka, Hankyu, et dans les privés, les Shitetsu, dans la région de Tokyo, c'est Keio, Odakyu, Seibu. Et d'ailleurs, au passage, vous savez que Muji, les grands magasins Muji, c'est une filiale de Seibu, en fait. Donc Seibu, Keio, tout ça, ont inventé un système d'acteurs absolument incroyable. Et je me rappelle, en 1998, avoir visité la compagnie Tokyu avec son directeur de la recherche, qui m'a dit... Je suis totalement déprimé, j'ai raté ma vie. Le long de la ligne Tokyu-Toyoko qui va à Yokohama, on a bâti plein de choses. Il y a tout un tas de jutaku, c'est-à-dire des résidences sur lesquelles les familles se sont installées. Ils avaient au départ des beaux centres commerciaux, des belles écoles. Ils étaient à la banque Tokyu, ils avaient une assurance Tokyu, ils habitaient Tokyu, ils allaient à l'école Tokyu, etc. Maintenant, on est 30 ans après, les enfants sont partis. Les familles, elles sont au bord du divorce, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été arrangés. Et puis, la femme, elle ne veut pas partir parce qu'elle s'est fait son tissu d'amis. Le mari, lui, après sa retraite, il s'ennuie, il veut aller au centre. Résultat, tous ses habitats sont vides, les premiers étages sont vides. Et il dit, j'ai raté ma vie, parce qu'en tant qu'urbaniste, j'ai complètement raté mon truc. Et on a été dîner avec lui, on l'a fait parler et tout. Il n'a pas été tellement plus optimiste, mais ça nous a vraiment assez intrigués. Et on s'est dit que la responsabilité de toutes ces compagnies, Hankyu, Tokyu, était terrible dans la façon dont le hinterland s'est fait, notamment. Et il nous a parlé, vous avez parlé d'hinterland, mais lui nous a parlé de ça plutôt comme un échec, quoi.
Et une dernière chose qui était plutôt une anecdote, c'est à propos des espaces. En japonais, il n'y a pas le mot place. C'est incroyable, mais en Europe, la piazza italienne ou la place française, c'est vraiment très important. Mais au Japon, pour dire place, on dit hiroba, qui veut dire lieu large. Donc, comme si c'était quelque chose de pas normal, quoi. Et d'ailleurs, les seules places qui existent, c'est pas devant les mairies, pas devant les temples, c'est devant les gares. Et c'est d'où, à nouveau, l'importance du train. Voilà. Merci pour ce témoignage. En effet, les gares sont des lieux tout à fait extraordinaires. On a visité la gare d'Osaka, qui est un lieu inimaginable, qui est effectivement l'espace public. Et d'ailleurs, sur justement la création des nouvelles centralités à Paris, regardez ce qui se passe sur les gares japonaises, c'est intéressant. Oui, Paul ? Oui, Paul Lecroix, urbaniste. Je voulais réagir et plutôt sur les dynamiques et le futur de Tokyo. Tokyo est une ville quand même assez particulière, même au Japon. C'est sans doute celle qui a la démographie la plus dynamique, ou en tout cas la moins négative. Mais même à Tokyo, effectivement, en périphérie, on nous a dit, je suis allé il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait énormément de quartiers qui se dépeuplaient. Et il y a un document qui s'appelle Scénario 2035, qui a été fait par l'université de Meiji, le professeur Yoshikawa, qui développe en fait 4 scénarios pour Tokyo, et les 3 premiers sont assez noirs. Et je voulais savoir un peu, interroger notre collègue, pour savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui vous sentez dans les changements de comportement et les perspectives vis-à-vis du futur de Tokyo et du Japon. Dans les changements de comportement, et d'ailleurs en économie c'est très visible, la psychologie est très importante. Tous les économistes vous diront qu'il y a des belles équations et qu'ensuite, quelque part, on en revient à ce qu'est le comportement individuel en réaction par rapport à un crack ou pas. Bon. Donc finalement, la mathématique joue, mais ensuite la personne et la façon de réagir des gens jouent. Aujourd'hui, moi j'ai connu le Japon quand je suis arrivé au milieu des années 80, un Japon euphorique, des universités japonaises qui voulaient avoir des quotas d'étudiants étrangers occidentaux aussi importants que ceux des grandes universités américaines. Il faut se lever tôt. On se lève tôt au Japon, c'est vrai, mais on n'y est jamais arrivé. Et avec en tout cas dans mon milieu, des architectes qui étaient effectivement très enthousiastes vis-à-vis de leur ville, de leurs architectures. Aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, on est dans un Japon très différent, effectivement, un Japon qui a, pour beaucoup de gens, perdu un peu de sa confiance et de sa superbe. 20 ans pratiquement de crise économique ou de croissance très molle, voire négative, ont beaucoup influencé sur les comportements. Par ailleurs, le Japon va perdre il y a une dénatalité très forte au Japon. Je crois que ce que vous dites, le scénario le plus noir pour moi, et les architectes sont appelés aussi à travailler là-dedans, sur en fait, les campagnes, les régions. Les villes vont perdre des gens, les banlieues lointaines commencent déjà à avoir des logements vides. Il y a 8 millions de logements dans le Japon. Il y a 8 millions de logements vides au Japon, sur, je pense, un parc, je ne connais pas le chiffre exact, mais on calcule, ça doit être 30 ou 40 millions de logements. Il y en a environ 8 de vides, ce qui veut déjà dire quelque chose. Alors ces logements vides, où se trouvent-ils ? Je pense qu'essentiellement, ils se trouvent dans ces régions, dans ces campagnes, pour une simple raison, c'est que tout vieillit, les gens vieillissent, et que aujourd'hui, on assiste à une formidable remembrement des régions, des mairies qui se regroupent sur 3 ou 4 anciennes communes qui ne font plus qu'une commune. C'est-à-dire que le Japon est en train de dans ses campagnes, de se rétrécir. Et par rapport à la ville, une partie de cette population vont repartir sur les villes. Alors, la disparition d'une partie de la population va toucher tout le Japon, toutes les campagnes, toutes les villes. Je pense que, comme vous l'avez dit, Tokyo est une ville particulière, et qu'à Tokyo, par son phénomène d'attractivité, va moins souffrir de cette dépopulation.
Peut-être qu'aux marges, dans l'Interland dont je parlais tout à l'heure, on va effectivement avoir un débat et peut-être qu'on va avoir des zones se désertifier. Dans d'autres zones, il y aura un peu de changement ou au contraire, à travers les nouveaux comportements, des gens qui auront plus de place, parce qu'aujourd'hui, on vit tous dans des logements assez petits. Peut-être que justement, une des réponses, ce sera, mais maintenant il y a de la place, donc on va pouvoir aller, et le coût du terrain va diminuer, donc on va peut-être trouver des lieux plus grands, des espaces plus grands, moins chers. Donc, pour me résumer, pour répondre un peu à votre question, je pense que ça va être très contrasté. Je pense que les scénarios noirs, je le vois, c'est évident et je ne suis pas le seul à le voir, c'est les régions, c'est les campagnes, et ça c'est terrifiant, vraiment. Et les villes, ce sera suivant les villes. Les deux grands centres urbains, c'est Osaka, Kyoto, Kobe. Et ensuite, c'est la région de Tokyo. Ces deux grandes agglomérations-là, à mon avis, vont continuer à attirer comme des grandes éponges. Donc, on va avoir une sorte de Japon, on l'a déjà, à 2 vitesses, mais avec une accélération, enfin une différenciation de plus en plus forte entre ces 2 vitesses. Un Japon en perte de vitesse et un Japon qui conserve une certaine énergie. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Je peux me tromper. Je pense que ça fait partie des scénarios. Bien sûr, la prospective est toujours difficile. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le voit. Alors, dans 30 ans, je ne suis pas Nostradamus, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis plus côté scénario noir que scénario blanc ou scénario rouge. Je crois effectivement. Bon, en même temps, il ne faut jamais désespérer de l'énergie des gens. Le Japon est un pays tenace. Le Japon, Madame l'a dit, est un pays sans ressources, sans ressources naturelles, et qui a quand même réussi à développer une économie extrêmement forte. Je pense. Du monde, quand même. Pardon ? C'est quand même un des pays les plus riches du monde. Absolument, absolument. C'est un pays où les gens sont opiniâtres, avec une nature difficile. Ils ont du talent, bien sûr. Et donc, je vois effectivement un scénario noir, mais avec des pôles d'excellence. Moi, j'aimerais beaucoup interpeller dans la salle Michel Pazoumian sur la question du commerce. Michel Pazoumian s'occupe de Procos et de Bérénice. Et le modèle, enfin, je ne sais pas si c'est un modèle, mais la manière dont le Japon, au fond, dialogue avec la question du commerce, c'est très intéressante, puisque le commerce est dans des lieux comme Shibuya, mais autour des gares. C'est-à-dire c'est les gares qui sont les lieux du commerce. Et il existe, aux côtés de ces grands espaces commerciaux, il existe une sorte de centre commercial décentralisé qui avait complètement fasciné Fingeppel dans la consultation du Grand Paris sur les convenience stores, qui sont des petits commerces qui font absolument tout dans les quartiers, qui sont des petites centralités. Donc en fait, au lieu qu'il y ait un immense grand magasin, il y a beaucoup de convenience stores qui sont une chaîne. Donc ce modèle-là est très intéressant par rapport à nous qui continuons je crois qu'on est le seul pays du monde qui continue à fabriquer des centres commerciaux périphériques. Alors est-ce que tu as une opinion là-dessus, un diagnostic sur le modèle japonais ? Merci de me passer la parole, mais non, je ne connais pas le Japon, donc j'ai du mal. Je suis incapable de répondre à la question, franchement. Mais nous-mêmes, on reviendra vers l'urbain, sans aucun doute. Nous aussi, on va avoir des populations qui vont se concentrer sur l'urbain, avec le vieillissement des populations. Donc, je reste optimiste sur la régénération urbaine. Mais en France, ce sera avant tout les métropoles, les grandes villes, et malheureusement pas les villes moyennes et les campagnes. C'est clair. Par rapport au commerce, il y a quelques années, il y a un ami qui travaillait chez Danone et qui en a posé la question, savoir pourquoi on ne développait pas plus pourquoi le réseau d'intermédiaires entre le commerçant et le producteur était si développé et renchérissait de temps les produits que les acheteurs japonais payent. Car ils le payent, c'est cher. Et la réponse avait été, c'est très simple, dans les grandes villes, mais c'est par exemple pas le cas dans le nord du Japon où les villes sont grandes mais le pays est plus grand. Dans les villes comme Tokyo, l'habitat est confiné. Et donc on ne peut pas, tout simplement, on ne peut pas stocker chez soi, très peu. Donc l'intérêt américain d'avoir son énorme bagnole où on va chercher dans un grand centre commercial de quoi manger pendant 10 jours n'avait aucun sens dans une ville où on était incapable pratiquement de stocker dans l'habitat. Des petits appartements, des petites maisons dans lesquelles on n'a pas de freezer, on n'a pas d'espace pour stocker. Et ça se vérifie. Et vous avez effectivement ce commerce de proximité qui reste très, très
très très présent, qui est relativement cher. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. La faible possibilité de stockage dans ces grandes villes du sud et du centre du Japon. C'est pas le cas dans le nord du Japon, des villes comme Sapporo. On offre des prix moins chers, donc des coûts moins chers de terrain, d'habitat, et donc les gens ont des logements un peu plus grands. Et là, ça fonctionne mieux. Vous avez également quand même des grands centres commerciaux, ça existe, c'est pas absent des villes japonaises. Mais effectivement, ça n'a pas remplacé le commerce de proximité et ils ne sont pas multipliés à l'envi. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en général, on essaye de tenir 2 heures et pas plus. Je voulais vous annoncer la prochaine séance aura lieu le 13 avril. Laurence, 13 avril, autour de Gilles Duhem. Donc Gilles Duhem est urbaniste, il est français, il vit à Berlin depuis très longtemps. Il s'est occupé tout particulièrement de quartiers très difficiles où il a beaucoup inventé des choses sur l'intégration des populations et c'est absolument passionnant. Donc j'espère que vous serez avec nous le 13 avril dans cette même salle. Un grand merci à vous deux. Et un grand merci à vous d'être venus et d'avoir contribué à ce débat. Alors, tu le dis toi ? Alors, Manuel a un certain nombre de livres qu'il peut vendre et dédicacer si vous êtes intéressé. Vous le rejoignez en tribune et je crois qu'il y a son éditeur qui est ici. Voilà, merci.